Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sans Tabou. Très heureuse de vous retrouver avec mon équipe, Sylvia Zobeida, Docteur Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Carissa, bonjour Sylvia. Bonjour Daniel. Docteur Daniel, pourquoi le sexe pleure tant? Pleure tant ou pleure tant? Pleure tant. Ouais. Bon, je vois que vous présentez le sujet avec beaucoup d'émotion. On a décidé de planter le décor dès la première minute de la première pierre. Mais vous savez que le sexe est un moyen supplémentaire de faire pleurer de plaisir, de faire parvenir au bien-être. Oui, on pleure de plaisir, on pleure de joie. Mais il se trouve que de temps en temps, il pleure lorsque nous l'engageons sur le chemin de la sexualité dans des circonstances périlleuses, à haut risque. Alors, pour vous planter le décor, on est en plein maladie sexuellement ou infection sexuellement transmissible. Donc, dans votre émission Sans Tabou, aujourd'hui, nous allons évoquer les infections sexuellement transmissibles, les maladies sexuellement transmissibles, d'où le thème « Pourquoi le sexe pleure tant ?» Mais, au niveau de l'intro, je vais revenir parce que quand on a décidé un petit peu de travailler le sujet, pleurer, j'étais surtout sur le côté où des gens pouvaient se poser la question l'amour fait pleurer, le plaisir fait pleurer. Pourquoi j'ai ce sentiment après avoir eu un orgasme de tristesse? Donc moi je pensais que c'était un petit peu cela qu'on allait. Alors vous pensez. Okay. Aujourd'hui, vous découvrez que nous tournons tout simplement, avant de rentrer dans ce chemin de la sexualité, il vaut mieux planter un décor de sécurité. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de vous reprendre que nous parlerons de IST, c'est le sigle de infection sexuellement transmissible, d'autant que malgré le matraquage médiatique de prévention, ces IST demeurent au hit-parade des motifs de consultation au quotidien. Alors, je parlais de matraquage médiatique qui, quand bien même, nous amène à voir pratiquement au quotidien ces IST. Donc pour revenir sur le sujet, le sexe fait pleurer de plaisir et de douleur. Mais on peut aussi, quand j'ai fait mes recherches, lire qu'on peut attraper une MST avec ou sans rapport. Oui. Alors c'est sûr que le logiciel a évolué, hein. On n'est plus avec une pénétration qui soit dans un but incontournable ou affirmatif. Donc aujourd'hui, au-delà du rapport sexuel, il faut annoncer la notion de contact sexuel. Un pot à pot, un cunnilingus, une fellation. On n'est pas dans la pénétration, mais on est dans tous les éléments qui contribuent à transmettre les infections sexuellement transmissibles. Qu'est-ce qu'on devrait faire alors? S'abstenir? Alors, c'est pas s'abstenir, mais si on parle aux couples, je dirais, non constitués, c'est le tout venant, ceux et celles qui se découvrent. Donc, pour un premier rapport sexuel, on est obligé d'essayer de passer des messages. Parce que ce matraquage en prévention intéresse, je dirais, toute génération. De celle ou de celui après la puberté jusqu'à mamie et papy. Oui, les seniors sont concernés. Les seniors sont concernés, et cela, quel que soit l'âge, quelle que soit l'orientation sexuelle et quel que soit le choix sexuel. Tout le monde y passe. Et c'est la raison pour laquelle ce matraquage mérite, ne serait-ce que sur la définition. On parlait avant de maladie sexuellement transmissible. Être malade, il y a des symptômes, il y a des signes. Donc l'individu se connaît malade et ce serait, je dirais, anormal ou voire dangereux qu'il continue à avoir des rapports sans se protéger en menaçant l'autre. IST infection, ça signifie qu'il n'y a absolument pas de signe, on peut ne rien avoir, ne pas avoir de douleur, ne soupçonner rien du tout,
laisser une infection continuer son cours et continuer aussi à transmettre aux autres. Et c'est là le vrai danger. Docteur Daniel, donc en matière de prévention, justement de ces infections sexuellement transmissibles, ça commence à partir de quel âge? Tout le monde est sur le chemin de la sexualité, donc à la limite, après la puberté. Sur le plan hormonal, garçons comme filles, je dirais, subissent au profit de leur inondation hormonale et ils commencent à fonctionner. Ils commencent à muter, ils commencent à muer et ça invite au rapprochement. Et donc, c'est dans ces conditions qu'il faut leur passer le message de façon à ce qu'ils comprennent l'intérêt de se protéger. Or, je dis déjà, en dehors de la distance, qui est la bienvenue au départ, lorsqu'ils commencent à fonctionner dans la consommation, lorsqu'ils commencent à se rapprocher de trop pour passer à l'acte sexuel, il serait bon qu'ils aient des messages clairs, de façon à ce que le préservatif demeure et restera toujours le seul moyen barrière contre les infections sexuellement transmissibles. Alors, est-ce que dans nos foyers, nous sommes à l'aise à parler de sexualité pour pouvoir parler de prévention, pour pouvoir parler de préservatif au féminin comme au masculin, pour pouvoir parler de contraception? Donc, je pense que c'est plus facile de parler de MST que de plaisir, de désir, d'orgasme, d'éjaculation. Voilà. C'est un cadre qui est rodé et les parents sont plus à l'aise à passer ce message, soit à travers des revues, soit à travers, je dirais, une indication de warning. C'est plus simple que de parler d'orgasme, c'est plus simple de parler de fréquence sexuelle, c'est plus simple de parler de plaisir sexuel. Alors, docteur Daniel, tu as dit que à partir du moment où on commence à fonctionner, et les jeunes filles ne commencent pas leur première consultation gynécologique parce qu'elles ont forcément des rapports. Elles y vont surtout pour être informées et surtout en ce qui est de la prévention, puisque bon, ça revient un petit peu à ma première question, le côté tabou de planter le décor et de dire, tu sais, tu arrives à un certain âge où il faudrait que tu commences à aller voir le gynéco. Pas forcément le gynéco, mais on peut à travers les instances AMIOF ou autres, en échangeant, dans un interrogatoire, on voit où ils en sont dans leur relation. Maintenant, il y a un message qui est commun à tout le monde, c'est que sur ce chemin, il y a des risques. Guette les germes, ce sont les bactéries, ce sont les virus. Et à travers ce message, ils doivent sonner le warning, de manière à ce qu'elles ne commencent pas à imaginer que le rapport sexuel est le seul moyen de se transmettre des germes, et ne pas commencer non plus cette sexualité à prendre des risques pour leur santé, voire pour leur vie. Alors, ce message d'infection peut être transmis dans la mesure où leur faire comprendre qu'ils peuvent habiter une maladie sans le savoir, c'est une première chose. La deuxième chose, la notion de contact sexuel, de peau à peau, peut être aussi un élément transporteur et qu'on peut avoir sans qu'on en souffre, savoir qu'il y a éventuellement chez le ou la partenaire un diagnostic planté, un diagnostic de IST planté qui doit être traité, et ce n'est pas parce que nous n'avons rien que nous devons ne pas en tenir compte, non seulement pour aller se faire dépister, mais aussi se faire traiter. Alors c'est sûr que si on revient à l'historique des infections sexuellement transmissibles, il faut savoir que la vieille blénorragie, la vieille chaude pisse qui est due au gonocoque, elle n'a pas été rangée, je dirais, à l'historique. Sans compter que son bon compagnon de toujours, la syphilis, la petite vérole, continue justement à progresser. Alors on ne fera pas la liste des infections ou des maladies sexuellement transmissibles, mais il est important, je dirais, à mettre un quintet gagnant ou un tiercé gagnant, à dire de quelle maladie ou de quelle infection il s'agit, de façon à pouvoir passer le message. Comment ça s'attrape, dans quelles conditions elles ou ils sont amenés à consulter. Et c'est là l'intérêt, dans cette émission, de détailler, autant que faire se peut, toutes les circonstances qui les amènent à consulter. Toute gêne sur le plan gynécologique, sur le plan génital, doit amener et doit être un signe d'appel à la consultation.
Alors, est-ce que, en tant que femme, vous connaissez les différents signes qui pourraient éventuellement troubler quelque individu sur cette route au point d'attirer son attention et l'amener à vouloir avoir un avis supplémentaire? Alors, comme le sexe pleure tant, la douleur, les écoulements, les odeurs, toute gêne, comme vous avez dit, au niveau génital ou au niveau du sexe masculin. Et puis, ça peut être aussi au niveau de la bouche, puisque j'ai vu qu'on peut se transmettre des IST en s'embrassant. Justement, les jeunes générations, quand ils commencent à s'embrasser au collège, puis au lycée, est-ce que vous pensez que les campagnes d'information sont assez ciblées sur ce sujet-là? La campagne part de loin pour arriver à la solution, le préservatif. Mais dans le détail, si on leur disait que tout simplement le petit bouton de fièvre qu'ils ont sur le creux des lèvres, simplement qui s'appelle herpès par le simple contact se transmettre, c'est qu'ils mettraient un frein avant d'aller faire des câlinous, même derrière l'oreille, même alléluia ou alouette ailleurs. Je pense qu'il est important de leur passer le message. Donc, faire la prévention beaucoup plus tôt. Encore un point de repère. L'homme a un appareil génital qui sert en même temps d'appareil urinaire. Un tuyau qui s'appelle l'urètre. C'est une muqueuse. Elle doit être sèche, pas comme le carrelage ou comme la moquette. Un minimum d'humidité, d'humidification. Par contre, tout écoulement, en dehors de uriner ou d'éjaculer, ou de mouiller lors d'une excitation, devrait être pris en considération. Or, c'est peut-être la blénorragie, la gonocoxie, des MST la plus facile à repérer. Parce qu'il y a un écoulement de pus jaunâtre, avec des brûlures, certes, et c'est pour ça, la raison pour laquelle elle s'appelle chaude-pisse. Facile à reconnaître, facile aussi à traiter. Au féminin, un peu plus difficile dans la mesure où cet écoulement peut se confondre avec des pertes dites physiologiques, encore qu'elles soient un peu teintées de jaune ou de verdâtre. Tous ces éléments-là sont les mêmes aussi bien au masculin qu'au féminin. Démangeaisons, irritation, gonflement, rougeur, le petit bobo. D'accord? À l'époque, on nous parlait, ce petit bobo génital devrait inciter à faire attention à la syphilis. Mais la jeune féminine est beaucoup plus soucieuse de leur santé, sont très réactives, différemment de l'homme qui fait un peu attention et qui se réveille surtout s'il y a plusieurs dossiers. Des fois, l'homme peut être aussi réticent à la consultation. Alors, au féminin, je pense qu'elle consulte. Le gynécologue et bien sûr le médecin de la femme, donc elles viennent plus facilement. L'homme traîne un peu les sandales, mais il est important de comprendre que planter le décor et lui faire comprendre l'intérêt de s'examiner, pas se traire tous les matins la queue pour pouvoir vérifier. Alors Daniel, donc concernant la femme, vous avez employé très soucieuse de son intimité. Plus soucieuse. Plus soucieuse. Des fois un peu trop, par l'utilisation de gel intime pour chasser ces mauvaises odeurs, puisque bon, on a toute une palette de produits qui nous est présentée avec toute une publicité qu'il y a autour avec plein des messages qu'on peut se dire ce n'est pas nécessaire parce que ça gratte, parce que ça sent pas bon, que j'aille voir le gynéco. Déjà, ça me coûte une consultation en moins, ça. Et c'est remboursé. Donc, je suis pas au courant. La consultation est remboursée, tandis que tous les produits utilisés, on ne va pas faire de publicité pour aucun de ces produits, ils ne sont pas remboursés. Ce sont des produits parfumés. D'ailleurs, qui créent d'autres problèmes, je dirais, d'irritation ou d'eczéma, ou tout simplement d'allergie à des produits dont on ne connaît pas l'origine. Et puis aussi dénaturer la flore vaginale. Alors, la flore vaginale est quand même à considérer. Savez-vous qu'il y a plus de 1 million à 1 milliard de micro-organismes par millilitre de sécrétion vaginale. Toute cette flore de défense, justement, permet de lutter contre les agressions extérieures et intérieures. Mais une fois que la flore vaginale diminue,
elle expose à quelque chose qu'on voit très souvent, c'est-à-dire aux vaginoses, c'est-à-dire un germe, une bactérie qui s'appelle le Gardnerella, qui donne des odeurs de poisson, spontanément ou au contact du sperme ou au contact du sang. Tout simplement parce que il y a de la potasse dans ces éléments, sang ou sperme, et réveille cette odeur de marée qui dérange et surtout qui récidive. Alors, Gardnerella, c'est une autre chose, mais aujourd'hui on découvre, et plus la science avance, plus on découvre qu'il y a d'autres germes, disons banaux, Atopodium, qui met en échec le fameux traitement contre le Gardnerella. Ça signifie qu'on parle plutôt de dysbiose, c'est-à-dire un vrai chamboulement de la flore vaginale, et souvent ce sont des petits dealers, parce que les gros mordants, gonocoques, chlamydiés, ils sont souvent à passer inaperçus. Alors le gonocoque, non, ils sont là, mais si on ne les recherche pas, les parties pris, on ne les voit pas. Alors, le gonocoque, on connaît, mais le chlamydier, moi je l'appelle la bactérie du silence. Ça signifie qu'il est tellement discret qu'il peut retarder le diagnostic. Premièrement, il ne donne aucune douleur, aucune sécrétion, aucun écoulement, strictement rien du tout. Peut-être déséquilibrer suffisamment le vagin pour que pousse à côté Candida albicans, donc mycose, ou bien du Gardnerella, ou Atopodium. Donc ce chlamydier, pire, il peut se retrouver aniché dans la gorge. Or, la fellation, qui peut être considérée comme quelque chose de tout à fait banal, peut être considérée aussi comme un réceptacle, un endroit où on peut retrouver du gonocoque ou des chlamydiers. Donc, bactérie du silence, il peut rester longtemps, fonctionnant à bas bruit, finir par dangereusement entamer les voies génitales et conduire à l'infertilité, aussi bien au masculin qu'au féminin. Donc le masculin peut transmettre au féminin, le féminin peut transmettre au masculin. Absolument, et sans rien savoir. Alors par expérience, lorsqu'on examine, parce que il est important d'avoir un interrogatoire, même lorsque l'individu consulte, on dit il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Donc il faut l'interroger, il faut consulter. Et en fonction des images qu'on a au fond du vagin, ou simplement même au niveau de la vulve, tout commence à partir de là. On peut, avec un peu d'expérience, et surtout beaucoup d'expérience, savoir qu'il y a derrière probablement un gros mordant qu'il faut rechercher de parti pris. Vous savez, dans les examens, on marque en premier chlamydier, en deuxième gonocoque, et puis en terminale par le trichomonas, qui n'est pas un germe, qui n'est pas un virus, mais tout simplement un parasite. Et ça donne des odeurs de souris. Et ça donne des pertes verdâtres. Des odeurs de souris. Donc on n'est pas dans un rapport Les odeurs de souris. à voir les. Oui, mais une génération ne connaît pas ces odeurs. Ils vivent en tout classique parfumé. Et à ce compte-là, une souris, c'est réservé au milieu campagnard, non. Mais avoir pris une odeur de souris un jour, on peut la retrouver dans un vagin et ça pue suffisamment pour être dérouté. Alors, ben justement, comment définir une odeur inquiétante, une odeur inconfortable, une odeur pas normale en fait? On va dire malodorant. Parce que bon, souris, moi je connais pas l'odeur d'une souris. Ouais. Oui, mais il faut aller à la campagne. Aussi. Déjà, une hygiène différente qui n'existe pas au quotidien, tout a changé, donc il faut s'inquiéter. Oui. Une odeur de souris, une odeur forte, comme souvent, une forte odeur, mais on ne connaît pas de faible odeur. Ça, il faut l'identifier à quelque chose de particulier, de manière à ce qu'on puisse s'orienter. C'est l'intérêt de l'interrogatoire, de l'examen, mais en plus, le laboratoire, aussi bien d'anatomopathologie que le laboratoire biologique, nous porte une contribution à mettre en évidence le ou les germes figurant dans ce prélèvement, les stratégies que l'on doit utiliser pour non seulement soulager, mais guérir. Quand il s'agit du chlamydier, il a un intérêt de porter l'individu ou les deux partenaires à la guérison parce que le risque d'infertilité existe. Et il y a un contrôle un mois après pour vérifier que tout le monde est guéri. Et l'interrogatoire nous porte un élément important. Y a-t-il deux partenaires ou y a-t-il de nombreux dossiers? C'est ce que j'avais posé comme question. Est-ce que dans les couples fidèles, ce genre de MST voit le jour ou pas? Ou est-ce que ça dénonce une infidélité? Non. Alors, il ne faut pas le dramatiser. Et nous sommes là
de manière à pouvoir, à travers l'interrogatoire, savoir comment on dédramatise, comment on peut comprendre quel est le pharisien qui se serait mêlé justement dans l'ambiance, parce qu'il s'installe chez le couple dit fidèle de la suspicion, ou tout simplement un sentiment d'avoir été trompé, d'avoir été bougé, d'avoir été trahi. Voilà le terme que je cherchais. Mais bon, la fidélité, c'est une autre chose. Maintenant, quand il y a modification au niveau d'une gène, on est obligé de passer tout simplement par ces étapes-là de manière à pouvoir confirmer. Parce qu'un vagin n'est jamais sec autant que l'urètre du partenaire masculin. Un vagin est toujours mouillé. De la puberté jusqu'à la ménopause, mouillé. Après, toujours un tant soit peu humide. À l'âge de mamie est toujours mouillée aussi, à condition qu'elle se fasse traiter pour éviter d'avoir l'inconfort de ce manque d'hormones. Mais papy fonctionne aussi. Et ce serait pas rare de voir une mastérogonocoque, tout simplement parce qu'elles ont recommencé à fonctionner avec un ancien collègue de classe ou de collègue de bureau, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'âge pour la sexualité, il n'y a pas d'âge non plus pour les infections sexuellement transmissibles. Alors, je vais venir sur ce qu'on appelle le papillomavirus. Il y a beaucoup de campagnes. Il y a une campagne aussi de vaccination très contestée. Et donc, c'est une infection sexuellement transmissible, mais pas que. Oui, c'est une infection transmissible. C'est l'herpès, le chlamydier et le papillomavirus, ce sont des germes qui sont sournois. Oui, mais alors, j'ai entendu... Il y a deux types d'HPV. D'accord. L'HPV banal, tout dépend du type d'HPV. Un HPV peut donner des verrues, qu'on appelle des condylomes. Ça se voit, ça se sent au bout de doigt. Ça se traite. Si on laisse évoluer, ça se répand et on n'a pas l'impression d'avoir un chou-fleur. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a un deuxième type d'HPV qui est beaucoup plus agressif et qui intervient en colonisant le col de l'utérus, en se développant sous un mode où on est amené à chercher des états précancéreux et qui impose, une fois l'examen ou le diagnostic posé, qui impose une autre démarche pour pouvoir conclure à une stratégie et de surveillance et de traitement de cet HPV. Parce qu'il peut conduire aussi bien chez le garçon que chez la femme à un cancer de la verge chez le garçon et un cancer au niveau du col chez la femme. Mais il faut savoir que l'organisme élimine ces virus. Bon, mais il ne faut pas juste se baser là-dessus pour ne pas se faire surveiller. Et c'est là l'intérêt du frottis cervico-vaginal. Et en fonction du frottis, un HPV positif conditionne obligatoirement à une stratégie de colposcopie, de biopsie, jusqu'à un diagnostic rassurant. Donc, alors, un petit rappel concernant le frottis, à partir de quel âge? Je dirais dès qu'on commence à fonctionner. Oui, dès qu'on commence à fonctionner, il n'y a pas de raison. Par contre, aller faire un frottis sur les 6 mois, ça n'a pas d'intérêt. Il faut, lorsqu'on a fait le premier frottis, se remettre à 2 ans. Et tous les 2 ans éventuellement, considérer que ce délai est suffisant pour être sécurisant. Maintenant, lorsqu'on a un frottis douteux, lorsqu'on a un diagnostic de stade précancéreux, il faut être assidu dans la surveillance. Les statistiques actuelles donnent quel âge pour le premier rapport sexuel? Je dirais encore, dès que les hormones fonctionnent, on peut se retrouver dans des contacts sexuels. Le rapport sexuel vient après. Et puis même celles qui ont reçu, ou ceux qui ont reçu une bonne éducation, voire peut-être demain être candidats à être prêtres, ils vont commencer à câliner. Et le câlin est aussi porteur de transmission d'infection. Il n'y a pas de difficulté à pratiquer le frottis
On ne va pas pratiquer un frottis chez quelqu'un qui n'a pas de rapport. Non, je parle de quelqu'un qui a des rapports, quelqu'un d'un âge très jeune, je dirais 14-16 ans, par rapport à quelqu'un de 20-25 ans. Non, 14 ans, elle est censée être pucelle. En plus, elle est amenée par sa grand-mère ou sa mère. On ne les reçoit pas en dehors d'un adulte. Oui. Donc, je vois mal une fillette de 14 ans dire devant sa grand-mère, j'ai déjà des rapports, vous pouvez y aller, docteur. Par contre, si la grand-mère ou la mère est au courant, c'est sûr qu'on peut se prêter à la mise en place d'un spéculum, et puis c'est pas rare de trouver 5 capotes au fond du vagin, blotties tranquillement. Et que le généraliste n'ait pas pensé à la possibilité de rapport sexuel déjà à cet âge, mais le préservatif étant mis, il n'a pas été sorti, il est resté tout blotti au fond du vagin. Pourquoi il n'est pas sorti? Parce qu'il y a eu un défaut de pointure au moment où le partenaire a éjaculé, son pénis diminue en volume, il est ressorti sans capote et il n'a pas eu la bonne idée de vérifier et d'aller contrôler. Docteur Daniel, un préservatif qui reste dans un vagin, ça crée une gêne, ça se sent. Non, ça se sent pas, mais ça, le corps le rejette après. Non, parce que le vagin est ainsi fait. Il est comme un entonnoir, suffisamment de place pour mettre toute une boîte de préservatifs. Et on va à la pêche 1, 2, 3, jusqu'à en sortir 5 ou 6. Et comme madame ou mademoiselle est accompagnée de ses parents, eh ben on est sûr que le partenaire a pris des précautions, mais il est ressorti sans sa protection. Sûr et certain. Alors, tout à l'heure, on parlait de vaginose. Oui, il y a c'est dangereux parce qu'il y a un risque d'infection, certes, de transmission, certes. Mais son attention a été attirée par de mauvaises odeurs. Et en mettant un spéculum en première intention, que l'on commence un examen. Ben, du coup, lors de cette petite maladresse, parce que bon, on parlera de maladresse, le préservatif, il a mal compris comment ça fonctionne, comment le mettre et comment le sortir. Mais au bout du 5e ou de la 6e fois, on voit bien que tous les deux n'étaient pas suffisamment éduqués pour se faire. Mais du coup, la protection est nulle, voilà. Elle est nulle et toutes les infections peuvent se retrouver à ce moment-là. Donc il faut lui prescrire tous les examens qu'il faut, l'examen de perte, une recherche de syphilis, et puis une recherche de HIV. Ça peut créer aussi un début de grossesse. Ah oui, mais au moment où elle vient, la question que l'on pose, est-ce que vous avez une contraception? Si c'est non, la date des dernières règles. Si elle met un préservatif, ça signifie qu'elle avait eu l'intention de se protéger. Ça signifie qu'elle est censée avoir une date de dernière règle. Si la date correspond par rapport à la visite à quelque chose qui ne suscite pas un doute, on ne lui pose pas de questions. Par contre, ayant vu la somme de préservatifs, on peut lui demander de nous prévenir à l'arrivée des prochaines règles de façon à ce qu'elle passe à autre chose qu'un préservatif. Alors, Daniel, on peut faire un petit rappel sur ces différentes IST? Alors, on n'a pas fini la liste, parce que le must est l'HIV. Oui. D'accord? Bon, ça demande une émission à part. Mais on est dans le cas des virus. Et ce n'est pas écrit sur le visage. Okay. Donc ça impose la prévention, connaître comment ça fonctionne et de savoir que si on est infecté, de ne pas hésiter à consulter. Donc la liste c'était gonocoque, syphilis, chlamydier, herpès, hépatite virale. Là aussi il y a un vaccin pour se faire. Qui existe toujours? Qui existe toujours. Mais qui n'est plus obligatoire comme il y a, me semble, dans les années 90. C'était l'hépatite. Oui, c'était l'hépatite. Obligatoire. Ce qu'il faut, c'est aller se faire tester, parce qu'on peut avoir une hépatite sans avoir le signe. Oui. Par contre, quelqu'un qui, sans avoir ce test au préalable, s'est fait vacciner, il est obligé, ne connaissant pas auparavant son immunité, il est obligé d'être dans le cycle de rappel de vaccination. Donc il faut aussi être aussi précautionneux et regarder son carnet de vaccination pour voir si on est à jour. Oui, mais qui veut commencer les rapports? On me demande, est-ce que je décide d'arrêter le préservatif et de passer à des contacts charnels? Est-ce qu'on peut avoir tous les deux la possibilité d'un examen au préalable? On fait tester aussi l'hépatite. Si le test
montre qu'elle a été immunisée ou qu'elle a été immunisée. Ça ne pose aucun problème. L'HIV doit être négatif, la syphilis doit être négative. Encore qu'ici, dans une communauté indienne, on peut se retrouver avec un test BV positif qui est tout simplement le PIA, à ne pas confondre avec un test positif qui indiquerait le risque d'une syphilis. C'est le même test, qui sont croisés. D'accord. Mais ce n'est pas la même maladie. Donc le PIA, c'est une chose qui existait une génération, 2 fois avant vous, mais il y a un test croisé qui s'appelle le BV, TPHA, positif, ça impose d'autres tests pour être sûr qu'il s'agit d'un PIA et ne pas d'une syphilis. D'accord. Et ce test BV, il reste à vie positif. À l'époque, c'était 12 piqûres de pénicilline. Donc, si on passait chez chaque médecin qui relève la positivité, autant de médecins de vue, autant de piqûres d'administrer. Et alors, j'ai une question à poser à Sylvia par rapport à son domaine. Et mais avant que je n'oublie celle-là, du coup, bon, c'est un peu moins excitant, moins marrant de venir consulter avant de faire un bilan avant de passer à l'acte, parce que bon, c'est intelligent, c'est réfléchi. C'est un engagement. C'est un engagement de sécurité pour toi-même et pour l'autre. Donc alors bon, ça se verra après cette question. Parce que les IST dans le couple, c'est explosif. Ça signifie c'est de la panique. Et si le médecin n'est pas dans un rapport à anticiper pour calmer le jeu, ça détruit toute la confiance de l'un vis-à-vis de l'autre. Il y a une répartie par un tour. Par exemple, quelqu'un qui se présente avec un herpès ou avec un HPV positif, il peut l'avoir contracté au moment de l'adolescence et tout en étant en sommeil pendant des années, résurgir 10 à 20 ans plus loin. Donc il faut bien comprendre que, voilà, on est suffisamment stratège pour pouvoir éviter qu'il y ait de l'eau dans le gaz. Parce qu'en fait, je venais par rapport à la pratique de Sylvia qui pratique des massages. L'énergie. Alors non, pas le Vous êtes côté capable de découvrir pas le côté énergie, mais c'est le côté Le toucher thérapeutique. Votre zone de toucher. Non, mais on n'est pas encore sur le côté énergétique, sur le côté magnétique, mais surtout sur vraiment le côté touché, parce qu'on a quand même parlé d'herpès, hein, et ah oui, c'est le bouton qu'on a des fois au niveau de la bouche, qu'on peut retrouver sur d'autres parties du corps, me semble-t-il. Oui. Voilà, donc lors de ces pratiques-là, bon, je ne veux pas faire couler le business de Sylvia, mais derrière ça, il y a toute une chose. On va pas revenir sur il y a respecter que le préservatif ne protège que la zone qui est génitale. Recouverte. Recouverte. On peut avoir l'herpès n'importe où. Oui. Sur la cuisse, dans le dos, sur les parties génitales, les lèvres, mais tout est appareil génital. Au même titre que tout le corps est érotisé et érotisable, tout le corps humain peut être considéré comme étant actif sexuellement. Donc autant contourner largement le moindre bobo. Donc ça peut être au niveau du massage, ça peut être quand tu vas te faire épiler chez l'esthéticienne. C'était par rapport à ça. On va faire tout acte en fait. Alors, il y a quelque chose qu'on a oublié depuis quelque temps. De fidélité. C'est les morpions. Ah oui. Mais il n'y a plus de poils, donc il n'y a plus de morpions. On évoquerait presque les poux de tête. Alors, morpions au poux de tête, il faut du poil. Et je pense que dans certaines circonstances, il n'y a ni poil au-dessus de la tête, encore moins entre les jambes. Ouais. Mais il y a un endroit où on peut découvrir, parce qu'il reste toujours une petite touffe autour de l'anus. Non, il n'y a plus de poil là non plus. On fait le sillon fessier. S'il y a un morpion, il va trouver le poil juste pour s'abriter. Mais il y a plus, à la limite, au laser, c'est... Je veux bien, mais bon... C'est propre comme un bébé. Ce n'est pas une IST, hein. C'est pas une IST. De même que le garnéret, là, les vaginoses, ne doivent pas être considérés comme IST. Ce sont des germes propres de la femme. Même si le partenaire, c'est lui qui va titiller, réveiller la zone, il n'est tout simplement que l'activateur et non pas le transmetteur. Il est l'activateur parce qu'il y a une réaction chimique par rapport aux substances. Mettre ce gros orteil dans une fourmi, tout le monde monte. Ça signifie le fait d'avoir
entre guillemets, Les va-et-vient, frotter. tremper sa verge dans le vagin, il peut servir d'activateur. Mais ce n'est pas lui le responsable. Ça n'est Mais que simplement- après, il l'emmène Non, pour... non, il ne transporte rien. Ouais, ils transportent D'accord, il pas. transporte pas. Il faut considérer que la 95% des couples sont dans la fidélité. Bon, mais il n'y a pas de médaille pour tout le monde, hein, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on parle souvent pour des gens qui sont dans le multipartenariat, qui ont de nombreux dossiers, d'être un peu plus vigilants, d'éviter, tête baissée, je dirais, la foi et trop de confiance, de se retrouver à prendre des risques, tout simplement pour quelques minutes de plaisir. Il y a moyen de régler l'ambiance de façon à ce que, en toute confiance, pas de fidélité obligatoirement, quand même, mais de toute confiance. Et puis quand on est bien avec quelqu'un, au masculin ou au féminin, on ne traîne pas sa besace ailleurs. On rentre à moins le quart de toutes les heures, tout simplement parce que on est bien là où on est. Alors, est-ce que ceux ou celles qui ont le démon de midi sont insatisfaits ou insatisfaits de leur relation au quotidien? C'est l'intérêt de la conversation dans le lieu de réconciliation, qui est le cabinet médical, qui est tout simplement un confessionnal. On peut reparler des morpions. Oui. Ou comme il n'y a pas de poils, ils vont où les Ils font morpions? quoi, alors? Ils sont où les Ils ont morpions? le chômage. Ils deviennent quoi les morpions? Mais je ne sais pas où ils iront, mais en fait, à la limite, quand quelqu'un se dit, docteur, je me gratte, il y a deux solutions. Aller chercher de parti pris ces zones-là, voir s'il n'y a pas une modification glycémique, par exemple. Le diabète peut donner des mangeaisons. Une mycose à répétition peut permettre de soupçonner chez le partenaire un équilibre glycémique douteux. Oui, on n'est pas uniquement à imaginer le côté insalubre de l'acte sexuel. Parce que c'est une ouverture à réfléchir plus largement. Donc, les germes qui sont des germes contaminants, la liste peut être longue. Tous les jours, le labo nous sort des noms différents. Le MEUS, le gonocoque, on connaît. Le chlamydia, c'est la bactérie du silence. L'herpès, il est fréquent. Il est très contagieux. Mais ça peut se soigner. Les candidats, c'est une infection sexuellement transmissible? Même pas. Par contre, sinon on a un candidat à répétition, il faut enquêter de façon à voir s'il n'y a pas un diabète chez le partenaire, donc il serait considéré que asymptomatique, donc porteur sain. Docteur Daniel, donc on disait, on parlait d'hygiène, d'intimité, et le must, ce serait de ne pas se balader à droite, à gauche. D'être fidèle. D'être fidèle. Mais c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure là, de ne pas traîner sa besace. Quand on est bien, on rentre à moins le quart. Oui. Quand on n'est pas bien, on va chez la voisine, on va chez... On trouve, on cherche midi à sa porte. Mais on peut attraper un germe en s'asseyant sur un banc dégueulasse. Non. Par contre, à la salle de sport. Un morpion. À la salle de sport, on peut attraper des germes. Utiliser le rasoir de son partenaire qui serait infecté par le virus de l'hépatite B, le rasoir peut transmettre. D'accord. Vous comprenez, hein? L'hépatite B, c'est les 3 S. Transmission par le sang, transmission par le sperme, transmission par la salive. Oui. Donc, un rasoir qui a été infecté peut contaminer quelqu'un. Une gorge qui habite du gonocoque ou du chlamydia, lors tout simplement d'un cunnilingus ou d'une fellation, peut infecter. Donc, il y a un traitement qui est miracle, un traitement minute. 4 comprimés en une prise. Tous les sites parasités sont complètement traités. Par contre, 3 semaines, 1 mois après, on va s'appliquer à contrôler les 2 partenaires de façon à ce qu'on vérifie la négativité de cette recherche sur tous les sites au préalable explorés. Alors donc, aucun de ces germes, on peut les attraper à la salle de sport? Non. Un morpion, en se trempant de culotte. Mais il n'y a plus de poils. Est-ce que les protections hygiéniques portées trop longtemps? Ça crée de la macération, ça crée l'ambiance. Les coupes. Ça crée l'ambiance.
de macération, on va probablement retrouver des mycoses. Mais c'est une surinfection. Et le stress aussi, les femmes sont très impactées par le stress. Donc, ça peut Mais aussi c'est la déséquilibrer génération. la flore Elle vaginale. stresse. Oui, elle stresse. Le stress peut développer un herpès. L'herpès peut alimenter le stress, peut alimenter l'inquiétude, peut créer de l'espace entre les partenaires, donc espacer les rapports sexuels. C'est vraiment dramatique. Hein. Mais en fait, c'est contraignant de faire l'amour du coup. Ah, c'est le must de pouvoir faire l'amour à celle ou à celui qu'on aime. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien le ou la choisir avant d'entamer simplement par pure consommation. Qu'est-ce que Voilà. c'est joli. La fidèle, Mais non, la fidélité, on est fidèle par choix, mais pas par obligation. Il y a beaucoup plus d'hommes fidèles qu'on on ne est pense. fidèle par choix, Par amour. mais pas par obligation. Par choix. Si on aime, encore faut-il que la définition de l'amour colle, hein, que ça soit pas un amour comptable. Si on a compté à ne pas sortir, si on fait des économies, on dénature l'ensemble. Donc il ne faut pas s'étaler sur ce domaine parce que c'est très subjectif. On est bien, on ne bouge pas. Mais docteur On n'est Daniel, pas bien, on a envie de se rebeller. mais docteur Donc Daniel, il faut se rebeller intelligemment. mais docteur On fait du Daniel, yoga. mais depuis, Non, alors faut consulter son attendez, gynéco à qui on peut confier. Je me sens pas bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Que me donnez-vous comme réflexion, comme stratégie avant de trouver une solution? On ne sait pas. Si les gens sont mal partout, donc ils n'auront jamais de solution, ils n'auront jamais de stratégie à adopter. Mais il y a beaucoup plus de fidèles qui aimeraient être fidèles, au féminin comme au masculin. Qui aimerait commencer à Qui aimeraient être fidèles. alors, bon, il y a C'est-à-dire- beaucoup, pulsions sont non, plus il y a fortes. beaucoup, non, il y a beaucoup de fidèles. que la volonté. Non, il Non. a dit il y a beaucoup de fidèles qui aimeraient être fidèles. Continuer à être fidèles. Continuer à D'accord. être On se fidèles. Donc, promet, je dirais, ses bonnes intentions, mais les circonstances étant ce qu'elles sont, il arrive que sur le chemin de la sexualité qui est quelques brebis égarées. Mais comme tu as déjà dit dans d'autres émissions, l'homme est un animal. Ses instincts primaires vont le guider vers. Ouais. Il a des sens. Il ressent tout ce qui le stimule. Au niveau olfactif. L'homme niveau visuel. vire ou homo. Si c'est vire, c'est le masculin. Si c'est homo, Vire. voilà. Si c'est le vire, oui, l'homme est un animal fragile. Faudrait-il qu'il se flagelle? Non. Non. Moi, je pense que lors des conversations au cabinet, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience. Ça fait peur, c'est vrai. C'est pas écrit sur le visage, une amie. À la consultation, lorsque les gens sont trop propres pour être vrais, on leur demande si elles ne se sont pas lavées avant de venir. Les gens se dénaturent pour ne pas avoir honte. Maladie vénérienne, maladie honteuse. Hein, ça vient du c'est mot un mot qu'on n'emploie presque qu'on plus. n'emploie plus. Mais il faut retourner aux origines, hein, vénérienne de Vénus, Dieu, la déesse De de l'amour. l'amour, du plaisir. Oui. On va Mais- pas chaque fois faire un cours d'histoire aux consultations, mais bon, avec un minimum de connaissances, on comprend dans quelle ambiance fonctionnent certaines générations. Si c'est une consommation effrénée, tous les risques sont pris. Et ces nombreux germes apparaissent plus à une certaine période, carnaval. Alors c'est vrai que vacances, souvent les germes actuellement ils voyagent en première classe. Carrément, ils Oui, ont les 7 moyens heures, de... 7-8 heures de vol, ils ont fait Paris-Fort-de-France. Certaines circonstances où les gens ont tout fait d'abandonner leur quotidien pour pouvoir, je dirais, s'égayer à l'infini, oui. Il y a des pics d'infections sexuellement transmissibles, Noël, Carnaval, un peu moins Pâques, et puis on rentre dans la période de festivités, de courses de viol et autres. Oui, parce que les gens, ils sont dans une consommation effrénée. On a vu l'an dernier L'an des gens dernier. avoir la coque garnie
champignons, Tout ça en même temps? tout ça en même temps. Le Ouais. muscle, quoi. Le mot bacchanal, ça vient bien de... Bacchanal. Donc, du coup, alors, la prévention, C'est informé. s'informer, et La seule barrière, c'est le préservatif. la seule barrière, c'est le Mais le préservatif. logiciel a changé, on n'est pas obligé de pénétrer. Les gens aiment bien se câliner, se faire des yeux doux, se faire des bisous. Donc je pense que, Non, mais là, les jeunes vont dire, ça, c'est des trucs de vieux. oui, mais leur expliquer aussi À que 20 ans, quand bien même l'HIV, avec la trithérapie, a reculé un temps soit peu, il demeure, et la syphilis n'a pas perdu ses heures de gloire, et le gonocoque n'est pas à reléguer non plus aux archives qui sont encore présents. Et comme les organismes sont de plus en plus fragiles, lorsqu'on parle du HIV, lorsqu'on connaît le mécanisme, c'est-à-dire le virus va attaquer les cellules. Les cellules vont être infectées et l'organisme va libérer des lymphocytes, c'est-à-dire les gendarmes, et à fur et à mesure qu'il va libérer ces lymphocytes, il va perdre en défense, donc une immunité qui va de plus en plus s'affaiblir. Et la phase du sida, c'est la phase terminale de l'infection HIV, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres maladies, je dirais, qui vont venir se greffer en les mycoses et ne résister à toute une série de médications. Donc c'est la faiblesse de l'organisme à un moment donné qui fait que l'individu va passer à un stade qui sera un stade délicat et difficile, voire mortel. Avec la trithérapie, les choses se sont arrangées. Mais dire qu'il faut baisser les gardes, qu'il faut ne pas faire attention, ça c'est dangereux. Donc, alors, juste ma question. Aujourd'hui, une personne est séropositive, peut avoir une vie normale, une sexualité normale, tout en étant dans la relation, parce qu'en général, le partenaire, il est aussi HIV, mais il y a une charge virale qui a été contrôlée au plus bas, leur permettant de fonctionner normal. Alors, donc, quand on dit normalement, avec ou sans protection? Sans protection, puisqu'ils vivent en couple et fidèles dorénavant. D'accord. Mais la charge virale est testée. Alors, donc, il y a eu au début, le sida, c'est les années 80, où on était 91. 91. Oui, 80, oui, tout à fait, 91. Et il y avait un petit peu on s'accusait, les hétéros accusaient et les homos, voilà. Donc, Non, aujourd'hui, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, donc il n'y a pas à se dire que je ne fais pas partie des gens à risque, non, tout le monde est concerné. Donc la protection, la prévention. Et mettre un spéculum un matin. Souvent, alors excusez-moi, docteur Daniel, les gens assez souvent, surtout étaient sur des pratiques sexuelles. C'était ces pratiques sexuelles qui faisaient, bon voilà, tout simplement, pratiquer la sodomie faisait qu'on avait plus de risques Les homos étaient stigmatisés. Ensuite, c'est une communauté d'une île voisine, parce qu'il y avait des transfusions sanguines, voilà, il y avait des collectes de sang. Donc, c'était quand même cette communauté-là. Mais aujourd'hui, il faut considérer que tout le monde est concerné. Tout âge et toute pratique confondue. Donc, bien sûr, le meilleur moyen de se protéger du HIV reste le préservatif. À 100%. Oui. Oui. Quand on ne connaît pas le partenaire, on fait un test au préalable pour savoir si on peut baisser la garde. Mais il y a aussi l'abstinence, hein. Ça fait partie. Mais c'est même pas l'abstinence, c'est tout simplement évoluer, on l'a dit, vers des arts de faire l'amour asiatique. Puisque c'est un vagin qui ne fonctionne pas, c'est un vagin qui dépérit. Un vagin ne flétrit que si on ne s'en sert pas. Un vagin ne se flétrit que lorsqu'on ne s'en sert pas. Et le sperme, c'est la crème de beauté du vagin. Donc le vagin doit rester actif. Il faut rester actif. La fameuse image du vagin un petit peu fané. Donc ça ne veut pas dire que c'est un vagin qui a fait escale. Il est plissé naturellement. Oui. Parce que, comme un accordéon, ceux qui prétendent avoir
être bien montés. Ils ont de quoi, je dirais, aller au-delà de limites parce que le vagin est constitué pour ce faire. Ça veut dire Lorsqu'on quoi regarde être un bien vagin, monté? je ne sais pas quel terme vous pourriez utiliser pour savoir l'image qui s'affiche à vous. Mais J'aurais une belle érection. une belle érection. Au-delà de l'érection, tout simplement, être suffisamment membré. Membré. C'est de la poésie. Moi, je dis gâté par la nature. La nature, c'est une chaîne de nature. Oui, mais comment savoir? Est-ce qu'il y a un classement de taille de pénis, de douceur? On s'adapte. Il y a des moyennes, 14-7 cm, 16 cm. Il y en a qui diraient seulement. Comment? Il y en a qui diraient seulement. Oui, mais il n'y a aucun problème sur ce plan. 14-16 cm. Hein. 16 cm, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, 16 cm. Ah, donc apparemment, eux, ils sont tous à plus de 17 cm. On parle d'une moyenne. D'accord. 14-7 cm. 14-16 cm. 14-16 cm. C'est ça. Ça, c'est 10. Il faudrait que je demande à Ludovic de m'envoyer une règle, que je vois un petit Daniel, peu 14, 16 ça, c'est 10. cm. Non, tu es trop loin, là. Tu es à 20. Hein. Mais là, je suis à... Là, oui. Ça, c'est 10. Je porte des lunettes. Et il avait dit, Daniel, une fois que ça se mesure par rapport au pouce. C'est ça? Oui, mais bon. Donc, alors on va revenir sur le sujet pourquoi le sexe pleure tant. Donc, on a fait quand même une liste quand même assez longue des maladies sexuellement transmissibles. Et on a parlé des circonstances et comment un petit peu et à quel moment s'inquiéter, les odeurs, les démangeaisons. Toute gêne inhabituelle impose une consultation, au moins un avis. Et ne pas se dénaturer avant d'aller à la consultation. Alors, on peut donner des petites astuces pour le bain, parce que c'est mesdames qui aiment que leur vagin soit toujours propre et qu'ils sentent toujours bon. Alors, à l'époque de ma grand-mère, je sais qu'on parlait d'eau bleue. Je ne sais pas si c'était pour... Non, j'ai pas connu ça, pourtant. L'eau bleue, docteur Daniel? Je ne connais pas. C'est pour les bébés, ça. Oui. C'est carré bleu qu'on met dans l'eau. Oui. Mais je sais qu'on l'utilisait à la campagne pour les chevaux. Mais bon, à l'époque, le bleu de méthylène était utilisé comme antiseptique. Du bleu de méthylène. Oui. D'accord. On donnait par la bouche pour stériliser les urines. Ça faisait pisser bleu. Oui, mais l'urine est bleue. Et on traitait les blessures d'animaux avec le même... le bleu de méthylène, et même, je dirais, dans la lessive, il y avait aussi du bleu. Oui. Donc c'était désinfectant. D'accord. Mais les gens n'allaient pas, je dirais, se jouer à l'intérieur du vagin. Et quand une patiente dit oui, je le fais régulièrement, je lui dis écoutez, ça ne vous arrive pas de vous brosser l'estomac tout en vous brossant les dents. Essayez, vous verrez. Votre vagin doit être considéré comme tel. Vous n'avez pas à le nettoyer, il se nettoie tout seul. Il est auto-nettoyant. Il est auto-nettoyant et à la limite, tout ce que vous pouvez mettre dedans ne peut que le déséquilibrer. Mais on arrive aussi à une époque où on parle de beaucoup de produits faits maison, donc la bicarbonate. La bicarbonate avec un petit peu d'eau, tchaf. Cette irritation pourrait commencer, je dirais, en attendant la consultation du lendemain, de se laver en dernière eau avec de l'eau bicarbonatée. Le dosage, c'est 5 cuillerées à soupe de bicarbonate dans 1,5 litre d'eau tiède. Je vous assure, du berceau jusqu'à la mamie ou le papy, il se porterait que bien. Alors, docteur Daniel, Sylvia, notre émission touche à sa fin. Donc, Daniel, le mot de la fin? Je pense qu'on peut vivre une vie joyeuse sur la route de la sexualité. Une sexualité épanouie? Une sexualité épanouie, à condition de connaître les ronds-points, de faire attention, en sachant que le seul moyen, à part l'abstinence, le seul moyen de se préserver, c'est le préservatif. Et bien sûr, pour être tranquille, serein, non stressé, être fidèle par choix et pas par devoir, resterait le meilleur moteur d'un couple épanoui. Merci beaucoup, docteur Daniel. Sylvia? Moi, je rajouterais que la prévention et le fait d'aller se faire dépister avant de commencer vraiment à s'engager sérieusement,
ça pourrait créer plus de ciment dans le couple et plus de confiance. Qu'est-ce que vous en avez tiré pour viser votre copie? On peut parler de ça hors antenne. Merci d'avoir suivi votre émission Sans Tabou. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.